Bonjour à tous. Alors, on va rentrer dans des sujets un peu plus anxiogènes maintenant. On va parler de cybersécurité. Moi, je suis journaliste, je travaille pour Numérama. On est un média spécialisé dans la tech dans le groupe EBRA. Personnellement, j'adore les cyberattaques parce que ça me fait de la matière, ça fait de l'audience, c'est super d'en parler. Je suis un peu comme les médecins qui adorent découvrir des maladies. Et puis quand je creuse un peu dedans, je me rends compte que ici, dans le public, vous êtes souvent le maillon faible. Vous recevez un message que vous pensez de Véro ou de Fabrice, et puis vous coulez votre boîte, votre institut de recherche ou n'importe. Alors, j'exagère un peu, mais les conséquences peuvent aller très loin. Et alors, sans aller jusqu'à Anne et Brad Pitt, tout le monde peut se faire avoir, hein. Il y a 2 ans, le directeur du FBI disait que lui-même pouvait tomber dans le panneau. Donc c'est dire. Comment réagir? On le sait globalement, hein, on le répète depuis 20, presque 30 ans maintenant, se protéger, former, et pourtant des cyberattaques, il y en a toujours, tout le temps, quotidiennement. Et à chaque fois, en début d'année, je reçois des rapports, on voit que les cyberattaques sont en hausse. Donc c'est probablement pas assez, mais je pense qu'il y a encore des réflexes à garder, à maintenir et à répéter. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui sont directement impliquées à travers différents métiers de la cybersécurité. Je vais laisser chacun de vous se présenter. On va commencer avec Patricia. Bonjour à tous, je suis Patricia Mouy, je travaille au CEA List. Donc en général à Grenoble, vous connaissez plutôt le CEA Leti côté hardware. Le CEA List, c'est le pendant côté logiciel, donc qui est établi essentiellement à Paris. Je coordonne toutes les activités cybersécurité du CEA List, donc c'est assez vaste. Ça va de l'analyse de vulnérabilité au niveau code source logiciel, au niveau binaire, l'analyse de données, la sécurité des réseaux, des méthodes de chiffrement avancées ou encore l'analyse de données massives pour des besoins de forensic, entre autres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean-Christophe Mathieu, je suis le directeur cybersécurité du groupe SNCF. Je crois que je n'ai pas besoin de présenter l'entreprise, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Bonjour à tous, Stéphane Coissard, je suis consultant principal chez Orange Cyberdéfense et on accompagne des clients publics et privés pour augmenter leur niveau de sécurité au global. Alors Stéphane, en tant que consultant, je vais un peu commencer avec vous. Alors ça va être Stéphane Bon Conseil pendant une vingtaine de minutes. Les enjeux de cybersécurité, je les ai évoqués. Est-ce que vous, à travers les échanges que vous avez, à travers les clients, les PME, les grosses entreprises, vous avez l'impression que les enjeux sont compris aujourd'hui par les personnes que vous rencontrez? Ils le sont de plus en plus. Il y a 10 ans, on nous prenait pour des fous et des paranos. Aujourd'hui, on nous prend juste pour des paranos, donc ça évolue, c'est bien. Mais trop souvent encore, le niveau de sécurité augmente vraiment après une attaque. On se rend compte que c'est une grosse catastrophe et tout ce qui aurait dû être fait avant, qui aurait pu empêcher l'attaque ou réduire les impacts, réduire le temps pendant lequel la structure est bloquée, pendant lequel les équipes ne peuvent plus travailler, etc. Toutes ces mesures sont prises après une énorme perte financière due à cette attaque, due à ce blocage, qui peut aussi traumatiser les équipes en interne et qui a beaucoup de conséquences par la suite. Donc ça arrive des fois malheureusement trop tard et c'est dommage. Ces mesures, de quelles mesures parle-t-on de manière générale quand vous débarquez chez quelqu'un? Est-ce qu'on vous dit... Alors je pense que pour le grand public, on pense toujours antivirus, mais antivirus en réalité c'est déjà très daté. Mais au-delà des questions un peu technologiques, il y a aussi des règles de base à rappeler aux interlocuteurs? Alors il y a des règles qui s'appliquent, on va dire, aux usagers des systèmes d'information qui ne font pas partie de la direction des systèmes d'information. Une des premières choses, c'est le mot de passe. On vous casse les pieds avec, on vous demande de les changer, qu'ils soient tous différents. Mais trop souvent, les gens mettent des mots de passe relativement faibles. S'il vous plaît, arrêtez de mettre le prénom de vos enfants et leur année de naissance. C'est des premières choses qu'on teste en général. Et les mots de passe qui sont réutilisés de partout, si un mot de passe est identifié sur un système, tous les autres comptes qui sont liés avec le même mot de passe vont tomber derrière. On a aussi un mélange entre vie privée et vie professionnelle dans ces cas-là. Ça peut être votre compte personnel sur un site quelconque avec un mot de passe faible qui est cassé, qui est testé sur votre entreprise et qui derrière peut être le début d'une attaque. Donc voilà, ça c'est côté usager. Côté direction des systèmes d'information, ça peut être des choses très contraignantes qu'on demande. Pas rentrer trop dans les détails, mais on peut parler de séparation des réseaux par exemple. On peut discuter juste avant, avoir une multitude de comptes d'administration différents, etc.
Ça peut être des usages assez lourds, mais c'est malheureusement les choses les plus efficaces aujourd'hui. Alors oui, séparation pro-perso, c'est intéressant parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui, par exemple, peuvent regarder Netflix ou commander sur Amazon depuis leur ordinateur professionnel. Il y a une directive qui doit débarquer, qui s'appelle NIS 2. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est rapidement en 2-3 phrases? Alors NIS 2, c'est une directive qui a été votée au sein de l'Union européenne, qui doit être transposée dans les règlements de tous les pays. Ça a pris du retard suite à la dissolution de l'Assemblée. Elle aurait dû être votée il y a plusieurs mois maintenant. Elle passe au Sénat en mars. Elle va imposer à un certain nombre d'acteurs d'avoir des mesures de sécurité, de devoir déclarer un référent sécurité auprès de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, de déclarer leurs incidents de sécurité aussi. Comme aujourd'hui, on doit déclarer une violation de données à caractère personnel à CNIL, de la même façon, on devra notifier des violations de sécurité auprès de l'ANSSI, par exemple. Elle va imposer un certain nombre d'exigences. Sont concernées les entreprises d'un certain nombre de secteurs qui sont souvent à plus de 50 salariés ou plus de 50 millions de chiffre d'affaires, je crois. Par contre, même si vous êtes une structure plus petite, par ruissellement, parce que vous travaillez pour un grand groupe qui lui-même y est soumis, il peut vous imposer les exigences auxquelles lui est soumis dans ses contrats, dans ses exigences, dans ses appels d'offres, etc. Après, il y a d'autres directives ou règlements qui sont en vigueur ou qui arrivent. On peut penser à DORA, qui va concerner toutes les structures financières, par exemple. Donc DORA, ce n'est pas une directive, c'est un règlement. Il n'a pas besoin de transposition dans le droit français. Il y a l'IA Act, qui va concerner toutes les entreprises qui parlent d'IA. Il fallait placer ce mot dans cette conférence, c'est fait. Et on peut aussi penser, par exemple, au Cyber Resilience Act, qui lui va concerner tous les systèmes qui embarquent un système d'information, avec de la sécurisation aussi à avoir. Donc voilà, tous ces règlements qui vont imposer de mettre en place un certain nombre de mesures, ils vont tous entrer en vigueur et, on va dire, devenir applicables à 100% d'ici les 3 ou 4 prochaines années. Donc beaucoup de structures vont être concernées dans le public comme dans le privé. Patricia, vous parlez avec des interlocuteurs qui sont assez sensibilisés le plus souvent à la cybersécurité. Donc vous travaillez au CEA, on voit qu'il y a de l'aérospatial au CEA, mais on a aussi besoin de recherche dans le cyberespace. Alors tout à fait, la recherche est très active en cybersécurité, elle est nécessaire et essentielle. Pourquoi? Il y a plusieurs axes. Il y a déjà juste maintenir une veille active de la menace, comprendre comment fonctionnent les attaquants, comment ils procèdent. Tout ça pour justement mieux analyser les besoins, contrecarrer ces attaques. Il y a l'aspect aussi anticipation, anticiper les nouvelles menaces, aller plus loin que juste ce qui existe actuellement. Il y a toutes ces nouvelles aussi technologies émergentes qui arrivent, donc on peut parler évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'IA, mais on peut aussi parler du quantique, etc., qui force à revoir les axes de défense. Donc pour reprendre l'exemple de l'IA, donc il y a l'IA qui va être utilisée pour attaquer, il y a l'IA qui peut être utilisée aussi pour se protéger, mais aussi l'IA qui va être utilisée dans de nombreux produits et qui va du coup agrandir la surface d'attaque. Et donc il va falloir aussi prendre tout cela en compte. Et donc ça veut dire adapter toutes nos solutions, donc travailler activement sur cela. Pour le quantique, évidemment, on peut citer le post-quantique, comment le chiffrement va résister à ce futur ordinateur quantique. Et donc, on est en train de travailler activement sur le chiffrement post-quantique. Donc ça, c'est vraiment les aspects veille, innovation, anticipation, mais il n'y a pas que ça. La recherche, c'est aussi de la collaboration entre les académiques, mais aussi de la collaboration avec les entreprises, au niveau national et au niveau international. Donc hier, il y avait le SGPI, Florent, qui expliquait toutes les actions au niveau de France 2030 pour justement le PEPR cyber, le campus cyber, vraiment beaucoup d'actions pour financer la recherche au niveau stratégie nationale, pour avancer sur le sujet cybersécurité. Et cette collaboration permet un partage de connaissances entre toutes les personnes qui veulent se défendre. Côté attaquant, ils sont très structurés. Il faut aussi se structurer côté défense. Donc ça, c'est un autre volant de la recherche. Et un autre point qui est aussi très important, c'est la sensibilisation. On parle de chercheurs, mais on parle aussi d'enseignants-chercheurs. Donc il faut aussi expliquer la menace, sensibiliser à la menace et former
On parlera sûrement des recrutements, des ressources humaines en cybersécurité. On en a déjà parlé à de nombreuses tables rondes. Mais on a vraiment un besoin vital d'avoir des gens formés en cybersécurité. Et ça fait partie aussi du travail de la recherche. Des gens formés directement dans les entreprises, c'est ça, oui. Dans les entreprises, mais aussi des étudiants en école directement. Donc il faut sensibiliser les entreprises, expliquer les nouveaux standards, ces nouvelles réglementations, ces nouvelles normes à nos partenaires industriels, mais aussi former les étudiants pour la cybersécurité qui maintenant n'est plus juste le geek derrière un ordinateur. On couvre vraiment un spectre très très large et ça c'est très important de former et de sensibiliser un maximum d'étudiants parce qu'on a un cruel besoin de nouveaux talents en cybersécurité. Et toutes les industries sont concernées. Quand vous travaillez le CEA, c'est pas forcément que de la recherche, c'est pas forcément que de l'industrie lourde, par exemple. Ouais. On travaille évidemment pour les systèmes critiques historiquement du fait du CEA, mais on travaille aussi pour des grands groupes, on travaille pour des PME, va vraiment adresser tout type de cibles pour proposer nos solutions de cybersécurité. Et on est vraiment agnostique du domaine, c'est-à-dire qu'on va se concentrer pour résoudre un problème, mais sans un domaine d'application en particulier. Et donc nos solutions vont vraiment être génériques. Et après, effectivement, le CEA a un gros partenariat, de nombreux partenariats avec des industriels. Et là, on va fournir des solutions sur mesure, entre autres. Jean-Christophe, on passe côté cible, si je peux dire. Et la SNCF, c'est dur de la rater en soi. Vous êtes un acteur majeur et surtout on se demande comment au sein de la SNCF on va arriver à protéger l'application pour l'usager, on va arriver à protéger les logiciels en interne. Enfin, le réseau me paraît tellement vaste que le chantier doit être énorme pour vous. Oui, alors effectivement, déjà peut-être pour resituer la SNCF, je pense qu'il y a ce que vous connaissez tous, le train au quotidien, les rails, mais le groupe, il ne faut pas oublier que c'est 280 000 personnes, répartis sur les 5 continents. On est partout sur la planète, au travers de nos grandes filiales que sont Keolis et Geodis, et plein d'autres filiales un peu moins connues. Donc la menace qui passe sur une entreprise comme la nôtre, elle est vraiment protéiforme, elle est partout. Et ça a été dit un peu tout à l'heure, mais les attaquants sont très bien organisés. On a affaire à des entreprises. Il y a ceux qui préparent l'attaque, il y a ceux qui la lancent, ceux qui la suivent. Puis après, quand on est dans le monde où on vous demande une rançon, il y a ceux qui s'occupent de récupérer les fonds. Et la cybercriminalité vient toujours enrichir quelqu'un ou financer quelque chose, souvent le crime organisé, parfois des États. Il y a les gens qui ensuite collectent les fonds et les reversent. Et donc ça, je pense qu'on ne l'a pas assez en tête. C'est vraiment une entreprise à chaque fois par groupe d'attaquants. Et ça, c'est important de le savoir, de le comprendre, parce que vous aussi, dans votre quotidien, vous pouvez être la cible d'attaque. Vous l'avez dit en introduction, et un vol de données type carte bleue, vous allez enrichir malgré vous le cybercrime. Alors, si on revient un peu à la SNCF, déjà, deux chiffres qui me paraissent importants. D'abord, la taille du réseau juste en France. On a 30 000 km de rails. On a 3 000 gares. Donc, juste l'infrastructure physique à protéger, c'est pas simple. Et donc là, c'est nos collègues de la sûreté que vous voyez souvent en gare avec des gilets tactiques qui sont armés, qui protègent ça du mieux qu'ils peuvent parce que c'est quand même gigantesque. Et puis après, c'est le monde du numérique, celui que je connais un petit peu mieux. Le numérique, pour le resituer, le groupe SNCF, c'est environ 4000 collaborateurs et c'est environ 2 milliards tous les ans d'investis. Donc on est quand même sur des systèmes très complexes, très conséquents. Vous avez parlé tout à l'heure de nos utilisateurs, de nos clients. Et donc la première chose qu'on connaît tous, c'est la plateforme à très haute visibilité qui est SNCF Connect. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien protégé. Et le niveau de maturité est assez élevé parce qu'on a été les premiers au sein du groupe SNCF, au travers de cette plateforme, à lancer un programme de bug bounty. Alors c'est quoi le bug bounty? C'est pas une barre chocolatée avec de la noix de coco à l'intérieur, mais c'est le fait que vous mettiez à disposition d'attaquants, de gentils attaquants, ce qu'on appelle des white hats, des gens qui vont venir tester votre application et vérifier s'ils trouvent ou pas des vulnérabilités. Et s'ils trouvent une vulnérabilité, ils seront récompensés pour ça. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet de tester grandeur nature la robustesse de nos applications. Donc ça, c'est pour ce qui est très visible. On fait pareil pour nos sites internet. Pour ce qui est interne à l'entreprise, je ne rentrerai pas plus que ça dans les détails, mais
On a environ 450 personnes qui, jour et nuit, veillent à la sécurité de nos systèmes d'information. Des systèmes les plus critiques qui vont permettre d'aiguiller un train, de mettre l'alimentation sur la caténaire, donc l'électricité qui alimente le train, ou alors des choses qu'on voit beaucoup moins, mais l'ensemble du système qui va gérer, par exemple, le fait qu'un train peut circuler de telle heure à telle heure. Ce qu'on appelle, nous, un sillon. Mais ça, vous imaginez bien que si quelqu'un de malveillant prenait la main dessus, on serait incapable de garantir les horaires des trains, même c'est déjà un petit peu compliqué comme ça. Donc, on a tout ce dispositif qui est basé en interne sur 2 très grands producteurs du numérique. Je pourrais dire qu'on a 2 ESN internes, 2 entreprises du secteur du numérique, qui gèrent toutes ces solutions et tous ces systèmes d'information. Donc la protection, elle n'est pas juste numérique d'une entreprise comme la nôtre, c'est vraiment un ensemble collaboratif entre une protection physique, ce que je disais en introduction, et une protection numérique. On a chez nous un dispositif qui s'appelle la sécurité globale, qui embarque aussi la sécurité et la sûreté au travail, d'accord ? Tout ce qui est lié à l'incendie, et c'est tous ces domaines de sécurité qu'on anime tous ensemble. Et vous avez été bien challengé parce qu'il y a eu les JO en 2024 et je suppose que ça a été un gros chantier pour vous. Alors, ça a été un d'autant plus gros chantier, pour ma part en tout cas, d'un point de vue très personnel. J'ai été nommé directeur cyber du groupe juste 1 an avant les Jeux Olympiques, donc je dirais sur les 100 derniers mètres de préparation. Et on a dû se préparer à ce qu'on s'attendait être un petit peu l'Armageddon de la cyber, en tout cas pour la France. Vous l'avez compris, de nombreux pays qui nous sont aujourd'hui hostiles voulaient décrédibiliser la capacité de la France à organiser un événement majeur comme sont les Jeux Olympiques. N'oublions pas que les Jeux Olympiques, c'est quand même regardé par des milliards de téléspectateurs et que c'est l'image du pays qui est retransmise. Donc la pression était forte, autant pour nous, transporteurs, que pour tout l'écosystème. Et donc oui, on a beaucoup travaillé. Alors je pense que le 26 juillet, ça ne vous aura pas échappé, en allumant la télé le matin ou la radio ou en lisant vos papiers préférés, vous avez vu qu'on a été victime d'actes de sabotage. Et en France, pour la première fois de façon publique, j'ai bien dit de façon publique, une entreprise a été victime de ce qu'on appelle la menace hybride. Le matin, on était victime donc d'actes de sabotage sur nos lignes à grande vitesse. On a à peu près eu le temps de se remettre de ce qui se passait, de comprendre ce qui s'était passé, qu'en début d'après-midi, on a été victime de très grosses attaques en déni de service. Ça veut dire que les attaquants envoyaient de nombreuses requêtes sur nos systèmes d'information pour essayer de les éteindre. Quand vous êtes trop sollicité, le système s'arrête et donc vient se couper. On avait largement surdimensionné les systèmes, c'est ce qui fait qu'on a été résilient. Et sur le volet sabotage, je pense qu'il faut quand même souligner quelque chose. Si vous êtes utilisateur au quotidien et client de nos trains, vous savez que la production, ce n'est pas toujours simple. Dans le cadre du 26 juillet, à 11h du matin, on avait 800 000 clients bloqués en gare. Le soir, à 23h, 700 000 personnes avaient été acheminées. Donc malgré le fait qu'il n'y ait plus les lignes à grande vitesse, on est arrivé à déplacer les gens dans des conditions de sécurité optimales. Certes, il y a eu des délais et de l'attente, mais les gens sont arrivés pour plus de 80% à bon port. Dans le volet numérique, les attaques en DDoS, on est arrivé à résister à tout ce qui nous a été envoyé. On a fait partie des plus grosses campagnes de DDoS qu'il y avait eu sur l'année 2024 en France. Alors moi, je voudrais m'arrêter sur ces DDoS justement, parce que vous, ça vous parle peut-être pas, mais c'est un peu l'attaque du pauvre et c'est l'image de votre entreprise, institut de recherche qui est en jeu. Ça demande pas beaucoup d'argent et ça peut avoir de l'impact médiatique, souvent à cause de moi, si je reprends l'info. Est-ce qu'il est possible d'expliquer un peu ce que c'est le DDoS ? Donc, le principe du DDoS, c'est qu'un attaquant qui contrôle énormément d'équipements partout dans le monde. Alors, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des fois des téléconnectés ou n'importe quoi. Il en a pris le contrôle parce qu'il y avait des failles dessus. Et d'un seul coup, tous ces équipements vont essayer de se connecter à un site internet. On va dire qu'un site internet reçoit, on imagine au maximum 2000 visiteurs simultanés. D'un seul coup, il se prend 100 000 tentatives de connexion. Le site internet n'est plus accessible pour personne. C'est ça le principe du DDoS. Soit c'est des attaquants qui possèdent leur propre infrastructure qui en lancent, soit ça se loue. On peut essayer de louer un tel service. Alors, vu qu'on est face à des cybercriminels, on n'est pas forcément sûr qu'ils ne vont pas juste voler notre numéro de carte bleue et qu'on n'aura rien derrière. Mais voilà, c'est des choses qui s'achètent, qui se louent. Les impacts, votre site est indisponible. Si c'est le moment où vous avez fait de la communication pour lancer votre nouveau produit, ça peut vous porter préjudice. On peut des fois vous bloquer et vous demander une rançon
On peut imaginer par exemple des sites de paris sportifs. Au moment où il y a des gros événements, eh ben, on leur envoie des petites attaques et puis on leur dit payez-nous, sinon on vous en envoie une grosse. Enfin, je dis on, c'est pas moi. Et voilà, donc c'est ce type d'attaque qui est possible. Tout le monde peut en être victime parce que pour peu qu'on trouve le bon service et que ce ne soit pas une arnaque sur Internet, ça ne peut coûter que quelques dizaines ou centaines d'euros. Donc quelqu'un qui vraiment vous en voudrait pourrait le faire à pas cher. Je pense que c'est pour ça que tu parlais de l'attaque du pauvre un peu. Donc oui, tout le monde peut en être victime. Il y a des mécanismes de protection qui sont plus ou moins onéreux, qui permettent de garantir une protection contre une attaque, on va dire, plus ou moins forte. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que vous cherchez à protéger et combien vous êtes prêt à mettre pour le protéger. Jean-Christophe. Peut-être un petit exemple de quelque chose qui est assimilable à une attaque en déni de service. Donc le 26 juillet, comme je le disais précédemment, acte de sabotage. Le groupe perd 3 lignes à grande vitesse sur 4, donc 75% de la France n'est plus irriguée par les TGV. Et donc les logiciels qu'on utilise pour gérer une crise voient habituellement quelques 100, 150, maximum 200 utilisateurs se connecter. Le 26 juillet à midi, il y avait 5000 collaborateurs connectés sur la plateforme. Donc on est quelque part dans le déni de service interne où tout le monde a besoin de se connecter à l'outil pour travailler. Et par chance, c'est des scénarios auxquels on avait pensé. Et donc la plateforme avait été surdimensionnée. Mais quelque chose qui est très parlant aussi, c'est au moment où on veut tous partir au ski, on va acheter nos billets, on va réserver. Et souvent, les plateformes de réservation en ligne sont plus disponibles. C'est pas que le site web est mal fait, c'est qu'il y a tellement de personnes qui veulent s'y connecter que la plateforme, elle arrive juste plus à répondre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Et de se dire qu'il faut se protéger contre les attaques qui viennent de l'extérieur, mais aussi bien réfléchir à comment ce que vous concevez, ce que vous mettez en place, supportera les sollicitations de vos collaborateurs et de vos entreprises. Et d'ailleurs, Patricia, alors là, on a beaucoup parlé des grands groupes à un moment, mais ça peut être n'importe qui aussi. Ça peut être une PME, comme ça peut être le sous-traitant d'une grande entreprise. Tout à fait. Alors quand c'est un grand groupe, une administration, un hôpital ou une université, évidemment, ça va faire beaucoup de bruit, on va en entendre beaucoup parler. Mais en réalité, il faut savoir que les TPE et les PME restent la cible privilégiée des attaquants. On a un rapport de l'ANSSI de 2023 qui cible en gros 60% des attaques qui ciblent justement les TPE et les PME. Dans un autre rapport du campus cyber de l'année dernière, on avait 300 000 attaques sur des TPE et des PME contre 17 000 seulement contre des grands groupes. Donc on voit clairement qu'effectivement on en entend beaucoup moins parler, mais il reste fortement attaqué. Pourquoi ? Parce que c'est la cible privilégiée, tout simplement parce qu'on est face à des entreprises qui sont fragiles. Ils ont des problèmes, ils ont des besoins de connaissances, ils n'ont pas obligatoirement les compétences en interne. La cybersécurité, ça coûte cher, donc il y a aussi des problématiques financières. Il y a aussi l'aspect sensibilisation, comprendre quelle est la menace, quels sont les outils. Il y a pléthore d'offres de cybersécurité, donc comment se retrouver face à tout ça, quelles solutions prendre quand on n'a pas les compétences en interne, c'est très compliqué. Donc il y a évidemment au niveau national, il y a la CNIL et l'ANSSI qui travaillent à sensibiliser ces petites entreprises, mais ça reste encore des entreprises fragiles et très compliquées. Après, comme l'expliquait mon collègue, il y a de nouvelles directives qui s'appliquent pour NIS 2 sur des grandes entreprises, mais ces grandes entreprises qui travaillent avec des TPE et des PME peuvent aussi imposer leurs propres exigences sur les PME qui collaborent avec eux. Donc ils doivent répondre et donc ils sont souvent perdus. Et après, si on prend la loi sur la cyber-résilience, là c'est un ensemble d'exigences de cybersécurité qui vont concerner tout fournisseur de technologies matérielles ou logicielles qui soit connecté directement ou indirectement. Donc quand on se projette, on voit que en fin de compte, le public adressé est vraiment très très large et que maintenant la cybersécurité et les exigences de cybersécurité vont vraiment concerner la grande majorité. Et là, voilà, les TPE et les PME sont en difficulté parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qu'il faut faire, comment le faire, et on a besoin vraiment de les accompagner. Et la recherche fait aussi partie de l'aide qu'on peut fournir à ces entreprises pour les aider. Peut-être pour illustrer ce que vous venez de dire, pour travailler aujourd'hui avec le groupe SNCF, que ce soit nos très grandes filiales ou le groupe ferroviaire, vous n'avez pas le choix que de signer ce qu'on appelle, nous, un plan d'assurance cybersécurité, parce qu'on va souvent ouvrir des canaux de communication informatique donc vers notre système d'information.
Et pour éviter que l'un de nos partenaires, et j'ai bien dit partenaire, je ne parle pas de sous-traitant, s'il est attaqué et que l'attaque remonte chez nous, il n'y a pas que des dispositifs techniques, il y a aussi des dispositifs organisationnels. Et donc, on demande à nos partenaires de s'engager sur le niveau de cybersécurité qu'ils mettent en place. Et ça, c'est intéressant parce qu'on travaille parfois avec des entreprises de taille tout à fait modeste et on va les accompagner, leur dire, bah voilà, ok, vous ne pouvez pas tout changer, mais au moins, si vous sensibilisez vos collaborateurs, si vous leur passez au moins une vidéo dans l'année en leur expliquant les risques, vous aurez deux grands avantages. Le premier, c'est que vous protégez votre entreprise, mais que vous allez les aider aussi à se protéger dans leur vie personnelle. Et c'est vraiment cette approche qu'on essaie de pousser, c'est de dire ce qu'on vous apprend au travail sur la cyber, qui peut vous paraître parfois exagéré, et j'ai bien dit paraître, ça vous aidera à la maison. Parce que les gens n'ont pas conscience du nombre de fois où on peut se faire avoir. Donc ce double jeu, quelque part, ça vous sert dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, on insiste vraiment dessus. Et je conclurai sur un point sur ce volet humain. Je m'inscris en foi avec ce que vous disiez en introduction, parce que depuis que j'ai pris le job à la SNCF, l'humain n'est plus le maillon faible, mais est devenu le maillon fort. Et si un groupe comme le nôtre, on a 280 000 collaborateurs qui protègent l'entreprise, il faudra que les attaquants soient plutôt forts. Donc je pense que si on change ce paradigme de dire l'humain commet toujours une erreur, c'est pas vrai. Je peux me faire avoir aussi, hein, j'ai aucun problème avec ça, je l'assume. Pour autant, si on emmène tout le monde dans le même sens, c'est 280 000 personnes qui protègent votre entreprise et ça a de la valeur. Oui, c'est vrai que dans les discours, on peut parfois être très dur alors qu'on fait face à des personnes qui, elles, chez les attaquants, sont très compétentes. Il nous reste 1 minute et je vais faire un peu la partie prévision météo avec chacun de vous. On va reprendre le même ordre. Défi pour 2025, Stéphane? Continuer à protéger nos clients et pour nos clients, continuer à s'adapter aux menaces qui arrivent, qui évoluent. On va revenir peut-être sur l'IA, mais maintenant on peut avoir des robots vocaux qui vont appeler les gens en imitant des voix, en pouvant avoir des interactions beaucoup plus poussées que ce qui était faisable avant. On peut en avoir déjà peut-être qui vous démarchent pour des panneaux solaires ou je ne sais quoi. Demain, ça peut être pour des attaques très ciblées et à très large échelle et très automatisées. Donc, je pense que c'est une chose sur laquelle il peut être intéressant de sensibiliser les gens sur ce risque qui, à mon avis, va être plus important. Patricia? J'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais c'est clairement le recrutement. On a beaucoup de postes ouverts, on recherche beaucoup de gens, beaucoup de compétences. La cyber, c'est pas que l'informatique. Il y a vraiment de nombreuses compétences qui sont attendues. On a parlé un peu des sciences humaines et des sociales. Il ne faut pas le mettre de côté, les fonctions support, etc. On a vraiment beaucoup d'attentes sur des domaines technologiques très variés. Et c'est très, très compliqué, et je pense que mes collègues sont d'accord là-dessus, de trouver des jeunes talents et de trouver les gens pour répondre à nos besoins. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes là-dessus et beaucoup de recrutement en cours. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par la cyber, n'hésitez pas, allez-y. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Et Jean-Christophe? Du coup, peut-être 2025, je crois que ça aura échappé à personne. Et la dame qui était avant nous sur scène en a bien parlé. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans toutes les grandes entreprises et même dans de nombreuses ETI, PME, TPE. Donc ça, c'est un véritable enjeu parce que c'est des outils qui vont générer de la donnée à partir de vos propres données. Donc, protéger nos données. Le deuxième grand levier sur lequel on travaille actuellement, c'est qu'avec les Jeux Olympiques, un groupe comme le nôtre a eu besoin de vraiment mieux se protéger. Je l'ai dit, pour certaines briques qu'on a fait sur la dernière année, donc là on a un très gros exercice d'optimisation économique, donc de la performance économique et aller chercher sur tout ce qu'on a mis en place. Et pour faire ça, on a un plan, donc c'est la stratégie cyber que j'ai présentée à l'ensemble du groupe il y a de ça quelques semaines. 3 grands axes. D'abord, des sujets de gouvernance, comment on s'organise, qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Et déjà, ne faire que ça, vous avez commencé à vous protéger. Ensuite, il y a forcément un volet technologique qui va être quels outils à quel endroit pour se protéger. Autant nos grands systèmes industriels que nos systèmes informatiques traditionnels. Et enfin, et celui que j'affectionne le plus, le volet humain. Comment fait-on que chacun des collaborateurs du groupe soit le maillon fort de l'entreprise, avec pour seul et unique but protéger d'abord nos clients, nos collaborateurs et bien sûr nos matériels.